C'est le politologue Stéphane Beaumont. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Pierre. Alors nous allons entamer une série d'entretiens, de discussions tous les lundis matins. Nous allons passer en revue les communes de Midi-Pyrénées, les grandes villes à la faveur de ces élections municipales organisées en mars prochain. Avant d'entamer ce sujet, je m'adresse à l'observateur politique qui a passé son week-end peut-être devant la télévision, bien au chaud. Vive le handball français. Oui, c'est le handball qui vous a passionné, peut-être un peu plus que la séparation enfin officielle entre la première dame de France et le chef de l'État. La clarification a un nouveau synonyme, c'est celui de séparation. Oui. Curieusement d'ailleurs, c'est une séparation qui est prononcée par le fautif, par le coupable. Et parce qu'elle y est pour pas grand-chose, Trierweiler, et donc il y aurait pu y avoir un communiqué commun. Il n'a pas eu lieu. Donc le président reste président, même lorsqu'il redevient individu. Ça, c'est assez cocasse de le souligner. Et oui, alors on peut voir quelques conséquences à cette clarification. La France a déjà connu avec Gaston Doumergue et avec Nicolas Sarkozy un président célibataire. Combien de temps François Hollande va-t-il le rester ? Notre monarchie républicaine imagine bien le chef de l'État accompagné d'une reine. Il n'y a plus de reine, donc, au royaume de France. Il y a une sorte de désacralisation de la fonction présidentielle parce que, au-delà de l'amant avec le casque sur son scooter, le célibat peut éloigner la fonction présidentielle de sa référence monarchique sacralisante. C'est Maurice Duverger qui disait « La France est une monarchie républicaine ». On s'y accoutumait, même l'épouse de René Coty sous la 4ème République, qui est morte dans la première année de son mandat, a eu des funérailles pratiquement nationales. Oui. Donc la première dame était quand même ancrée dans la vie politique française. Elle n'avait pas besoin d'être constitutionnalisée, elle est loin de l'être parce qu'il semble que François Hollande va gérer ça d'une manière absolument non institutionnelle et qu'on aura une sorte de schizophrénie au sommet de l'État entre le président de la République d'un côté et l'individu de l'autre. Oui. L'individu casqué sur son scooter. Je pense que ça va faire les choux gras de cette presse dite à scandale qui va veiller l'arrivée de Julie Gaillet à l'Élysée. Et oui, peut-être que la rue du Cirque, qui pour le coup porte bien son nom, et qui était déjà utilisée du temps de Chirac. C'est une rue qui est bien fréquentée depuis longtemps. Alors, et qui est à 165 mètres de l'Élysée, donc on n'a même pas besoin de prendre un scooter pour y aller. Elle va peut-être être débaptisée, qui sait. Enfin, toujours est-il que dans l'actualité aussi du jour, il y a les chiffres du chômage qui vont tomber ce soir, qui sont... Tout le monde les attend, puisque le président de la République a dit que la courbe allait baisser. Oui. Et à force de l'attendre voir baisser, chacun est sceptique. Oui, le scepticisme, d'autant plus que je crois que c'est Michel Sapin qui parle de stabilité, c'est une manière de nuancer le propos. Stabilité dans la stabilité, comme aurait dit Giscard d'Estaing. moi je pense que s'il avait vraiment dû baisser, on le saurait déjà par certaines rumeurs. Et vous le sauriez déjà en tant que journaliste. Voilà, on s'aperçoit que quand même dans la vie politique de ce week-end, il y avait l'UMP qui réunissait ses états-majors à Paris, et qu'on a beaucoup parlé d'un absent, un certain Alain Juppé. Oui, un absent, mais qui est sur toutes les lèvres et dans tous les sondages, puisque chacun imagine maintenant Alain Juppé non pas tenté par Venise, vous vous souvenez de son livre La tentation de Venise, ni tenté par le Québec, où il a enseigné pendant 1 an après sa condamnation, mais tenté par la présidence de la République, par la candidature en tout cas, puisqu'il a épuisé les charmes des autres fonctions, et notamment celle de Premier ministre. Alors le tout sur fond d'interrogation, même pas d'interrogation, sur le fond c'est de savoir quel est le moment opportun que choisira Nicolas Sarkozy pour déclarer sa candidature, et fera-t-il cette déclaration dans le cadre d'un combat de primaire à l'intérieur de l'UMP ou bien à la Bonaparte au pont d'Arcole sous la mitraille. Alors, s'il y en a un qui attend beaucoup des municipales et qui aimerait précisément être élu dès le premier tour, c'est précisément Alain Juppé, hein. On parle à Bordeaux d'une élection de maréchal, et il a, c'est vrai, métamorphosé Bordeaux. Chacun maintenant parle des quais,
Et je dois dire que concernant le rapport à l'eau et au fleuve, Lyon et Bordeaux sont en avance sur Toulouse. Alors, ça nous amène au sujet qui nous intéresse, Stéphane, ces élections municipales. On rappelle les dates Oui, eh bien, elles auront lieu le 23 et le 30 mars prochain, et toutes les candidatures à ces municipales devront être déposées le 6 mars. Donc tout le monde se bouscule un peu partout dans les 8 départements de Midi-Pyrénées. On voit que les listes s'égrènent. Est-ce qu'il y a une vraie agitation, une vraie fébrilité Je crois que l'agitation est dans la classe politique et notamment dans la classe des candidats. Elle est dans la classe médiatique parce que les médias ont toujours bien traité les municipales et notamment les médias locaux sont toujours intéressés à la vie des villes. Mais reste une grande inconnue, c'est de savoir si le taux d'abstention sera le même qu'il y a 6 ans. Je rappelle à nos auditeurs que le taux d'abstention était d'environ 34 à 35%, ce qui était assez énorme pour des élections locales, pour des élections municipales locales qui connaissent le taux d'abstention le plus bas de toutes les élections avec les élections présidentielles. Donc aujourd'hui on voit dans les sondages une défiance de plus en plus grande, et cette défiance peut se traduire par un vote de rejet, en votant pour les partis populistes ou les extrêmes, et puis également, ça peut se traduire également par un vote d'abstention, et il ne m'étonnerait pas que l'abstention sanctionne le pouvoir en place, et sanctionne également une opposition qui ne profite pas de la faiblesse du pouvoir. Donc, beaucoup de pronostics, beaucoup de sondages, mais une réalité qui est difficile à saisir entre le vote populiste, le vote de rejet, le vote et l'abstention. On parlera des nouvelles règles du jeu, car il y a quelques modifications qui sont intervenues sur le plan législatif. On en parle avec mon invité, Stéphane Beaumont, le politologue, qui sera à nouveau mon invité dès 7h35 pour évoquer ces municipales en Midi-Pyrénées. Tous les lundis, il sera à ce même micro pour essayer d'envisager quelles sont les données dans chacune des villes de la région Midi-Pyrénées. Nous irons au travers des 8 départements de Midi-Pyrénées. On fera même une petite incursion du côté de Pau, car ça bouge à Pau. Ça bouge à Pau, hein, voilà. Et peut-être Pau va changer de Pau. L'UMP soutient François Bayrou. Oui, hein, voilà, c'est important de le souligner. Mais ce que nous allons faire dans ce premier entretien, Stéphane, c'est de voir quelles sont les règles du jeu, car elles ont été un petit peu modifiées. Oui, les règles du jeu ont été modifiées, et il y a même une sorte de mini-séisme qui va secouer les petites communes de France et donc de Midi-Pyrénées aux prochaines municipales, des 23 et 30 mars. Je rappelle les 2 dates. Eh bien, le mode de scrutin va être modifié sur plusieurs points, et le changement le plus spectaculaire, c'est l'obligation de déclarer sa candidature dans toutes les communes, même les plus petites, même les plus minuscules. Fini le temps, oui Jean-Pierre, fini le temps du folklore électoral où vous pouviez, dans les villes de moins de 3500 habitants, se décider au dernier moment où être élu, comme ça a été votre rêve, sans même avoir été candidat. Oui, mais rassurez-vous, je n'ai pas d'ambition politique, je tiens à le rappeler à ce même micro. Alors, il y a tout d'abord la barre à 1000 habitants. Avant, aux élections municipales précédentes, il y avait 2 catégories de communes, les plus de 3500 et les moins de 3500. Les plus de 3500, où s'appliquait le scrutin proportionnel de liste avec application de la parité, et les moins de 3500 avec scrutin uninominal et donc vote individuel. Désormais, la barre qui différencie les 2 modes de scrutin est fixée à 1000 habitants. Quel est l'objectif ? Eh bien, faire entrer la parité dans un maximum de communes. Il y a, en effet, selon les derniers chiffres de l'INSEE, 9734 communes de plus de 1000 habitants et 26 930 qui ont moins de 1000 habitants. Voilà, et quand vous parliez de parité, on sent bien que toutes les listes qui fleurissent un peu partout, la place des femmes est prioritaire là d'un seul coup. La place des femmes devient prioritaire, et la parité, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de femmes élues qu'auparavant, que dans toute l'histoire des élections municipales en France. Et il peut y avoir également des endroits où on aura du mal à faire respecter la règle de la parité, parce qu'il n'y aura plus assez de femmes, mais il peut y avoir également des listes, le FN le voit dans nombre de villes, où ils n'ont pas les moyens humains
de faire une liste puisqu'ils n'ont pas assez de candidats. Oui, ça va être un problème. Dans certaines campagnes, petits villages, je pense, il y a des femmes qui veulent pas aller, pas avoir de... Oui, c'est pas une tradition rurale que de voir une femme élue, même si les choses ont beaucoup changé depuis les débuts de la Ve République, mais disons que depuis 20 ans, avec le mouvement sociétal, on n'est plus en 1914 où la femme occupait un rang important, mais sans occuper un rang important politiquement. Oui. Vous pensez que ça va apporter un véritable sang neuf à la vie politique locale? Ben le regard, la posture, l'intelligence politique d'une femme est différente de celle d'un homme, et ça ne peut que rafraîchir, ça ne peut que faire appréhender les problèmes locaux d'une manière différente, surtout quand on sait que ce qui intéresse les principaux sujets de préoccupation en priorité dans une commune pour les gens, selon un sondage du Figaro du 23 janvier dernier, c'est le montant des impôts locaux pour 47%, la lutte contre la délinquance pour 34% et le développement économique pour 27%. La transparence de la gestion municipale pour 25%, les transports en commun pour 24% et le stationnement et la circulation pour 20%. Vous voyez que dans tous ces domaines-là, eh bien, la femme aura sûrement son mot à dire et ses précisions à souligner quant à la conduite d'une nouvelle politique municipale. Alors, on sait que souvent, dans le couple, la femme tient les comptes, les relations avec la banque. Pensez au budget. Elle est rigoureuse, parfois plus que l'homme. On dit, le droit dit gestion en bon père de famille. Est-ce qu'on maintenant, on va dire gestion en bonne mère de famille? Peut-être, on passera du pater familias au mater familias. Je crois que aujourd'hui, ça dépend. On constate qu'il y a des municipalités dépensières, d'autres qui le sont moins, certaines endettées, d'autres qui le sont moins. Oui, on voit Montpellier, par exemple, qui est extrêmement dépensière, et c'est une femme qui est aux commandes. Oui, je ne pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions sérieuses hâtives du point de vue de la science politique, mais toujours est-il que la parité, c'est bien. C'est une nouvelle respiration républicaine au niveau où commence justement cette République, c'est-à-dire au niveau local. Et il faut espérer que l'abstention ne sera pas au rendez-vous de la parité. Voilà, donc on peut que se réjouir de la présence de femmes donc au sein des nouveaux conseils municipaux. Là où les règles changent, c'est dans les petites communes aussi, Stéphane. Alors dans les petites communes, dans les communes de moins de 100 habitants, qui sont au nombre de 3505, le nombre de conseillers municipaux passe de 9 à 7. Donc on diminue le nombre de conseillers municipaux. Et dans les autres communes, le nombre d'élus reste inchangé, s'échelonne de 11 à 69, en dehors de Paris où il y en a 163, Lyon 73 et Marseille 101. Il y a également des modifications concernant le second tour. Dans les communes de moins de 1000 habitants, tout candidat du premier tour l'est automatiquement au second s'il reste des sièges à pourvoir. Et dans les communes de plus de 1000 habitants, il faut réaliser, et c'est important à noter, notamment à cause de la des prestations des candidats du Front National, dans les communes de plus de 1000 habitants, il faut réaliser 10% des suffrages exprimés pour se maintenir au second tour, et on l'oublie trop, 5% pour participer au partage des sièges au premier comme au second tour. Donc voilà des chiffres qui montrent qu'il pourra y avoir des triangulaires, qu'il pourrait même y avoir des quadrangulaires, et que ces scénarios, ces scénarii, comme on dit, ne font pas partie du domaine des hypothèses, mais d'une réalité politique. Ça va être la nouveauté de ces élections municipales, c'est-à-dire que si on avait dit 10% des inscrits, c'eût été plus difficile à obtenir. Ça va être la nouveauté avec en plus l'intercommunalité sur le bulletin de vote, ça c'est complètement nouveau. Dans les communes de plus de 1000 habitants, on votera non plus pour une, mais pour 2 listes. Celle du conseil municipal, qui élira ensuite, bien évidemment, le maire, et celle du conseil communautaire. Donc les noms figurant sur la seconde liste doivent être issus de la première. Les 2 listes seront imprimées sur le même bulletin de vote pour un vote commun des électeurs, c'est-à-dire que vous aurez toujours un bulletin, c'est moins compliqué que d'en avoir 2. Un pour la commune, un pour la communauté de communes, mais on votera pour 2 assemblées différentes. Alors, est-ce qu'on peut biffer ?
Alors on peut, c'est la grande joie des isoloirs. Ah ouais. Les isoloirs, c'est fait pour quelque chose. C'est fait pour que le vote soit secret. C'est fait pour que le caractère secret du vote soit respecté. Et c'est fait aussi pour faire des petits arrangements. Mais généralement, vous le savez comme moi, en milieu rural, où on biffe plus, notamment dans les communes de moins de 1000 habitants, après c'est interdit. Dans les petites communes rurales, on biffe à la maison. Et puis on a le bulletin de vote quelquefois dans la chaussette et personne ne voit ce qu'on a biffé. Oui. Ou les noms. Et là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'avant, on pouvait même ajouter des noms. Moi, je pouvais dans votre commune ajouter votre nom sans que vous y soyez pour rien. Vous auriez pu être élu malgré vous. Et aujourd'hui, il faut une déclaration à la préfecture. Voilà, donc une déclaration officielle. Voilà, donc je ne pourrais pas être élu même si je ne l'avais pas souhaité. Vous ne pouvez pas être un élu malgré vous. Voilà. Bon, ça c'est une des nouveautés de ce scrutin de mars 2014. On a parlé de la parité. Quand je dis biffé, parce que traditionnellement dans les élections... À partir du moment où vous êtes au-dessus de 1000 habitants, puisque la barrière était avant 3500, vous n'avez plus le droit, si vous biffez, si vous raturez, si vous ajoutez un nom, votre bulletin est nul. Voilà, c'est ça. Hein, Mais moins de 1000 habitants, vous êtes encore un citoyen libre. Oui, voilà. Ça mérite d'être souligné. J'aurais encore une question à vous poser, Stéphane. Il est 7h45. Spécial municipal avec notre ami Stéphane Beaumont. Nous avons travaillé ensemble à voir quelles étaient les nouvelles règles du jeu pour ces municipales de mars 2014. Il faut souligner, Stéphane, l'affaire du non-cumul des mandats, parce que ça c'est la nouveauté. L'affaire du non-cumul des mandats qui n'est pas terminée puisque ça a été voté en dernière lecture par l'Assemblée nationale, mais le Sénat ne l'a pas voté et il n'est pas impossible que 60 sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel pour faire juger de la non-constitutionnalité de cette loi, puisque le Sénat peut le faire, puisque le Sénat est directement concerné, puisque c'est généralement au Sénat où on a le plus de cumulards. Oui. Donc il faut attendre quand même la décision, il faut attendre de voir si le Conseil constitutionnel est saisi, et s'il est saisi, quelle sera sa décision. Toujours est-il que médiatiquement, la population, l'opinion publique pense que c'est acquis. Mais ça ne sera applicable qu'en 2017. Ce qui veut dire que un maire, par exemple, ne pourra pas être maire et sénateur ou maire et député ? Un maire ne pourra être que maire. Il ne pourra exercer qu'une seule fonction, alors qu'avant, il pouvait cumuler avec une ou deux fonctions, en sachant que le montant des indemnités perçues ne pouvait pas dépasser un certain plafond. Donc le problème du coût de ce millefeuille de cumul était réglé. Personnellement, je pense que ce n'est pas un progrès de la démocratie. Pourquoi ? Je suivrai assez volontiers le sénateur Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, qui lui mène un combat pour le cumul des mandats, en tout cas pour le cumul d'au moins un mandat. On est habitué depuis la Troisième République d'avoir des sénateurs maires, d'avoir des députés maires, et je crois que ça n'a jamais fait régresser la République ni la démocratie. Donc là, je me demande quel va être le mode de sélection des candidats, puisque généralement on devenait député ou sénateur et on ne briguait à la candidature de député ou de sénateur qu'une fois le premier mandat obtenu. Et c'est le peuple, par son vote, qui désignait celui qui pourrait éventuellement cumuler. Ça va faire la part belle aux appareils politiques, non ? Alors ça fait la part tout à fait belle aux appareils politiques. Il n'y a pas d'autre mode de sélection que de puiser dans le vivier des apparatchiks. Ouais. Et donc le non-cumul des mandats, c'est pas très bon pour la démocratie. C'est le triomphe des partis politiques dont le général de Gaulle ne voulait pas, et qu'il a aussi, lui, à sa manière, réinstitué, puisque maintenant, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être désigné par un parti politique. Oui. Voilà, donc on a évoqué ensemble les nouvelles règles du jeu. Ça veut dire qu'à partir de lundi, Stéphane, quand vous allez venir à ce même micro, on va passer en revue département par département. Oui, on va pas passer en revue les 36 767 communes de France.
Mais je voudrais juste rappeler que 36 767 communes, c'est autant de mairies à entretenir. Oui. Il y a également en France 101 conseils généraux, autant d'hôtels du département. Il y a en France 26 régions et 2456 métropoles, agglomérations ou communautés urbaines recensées par la Cour des comptes. Voilà. Donc il y a également des ordinateurs, des voitures, des cantines. Écoutez, il y a des pistes d'économie à faire. Voilà, on va pas entamer ce débat parce qu'il serait trop long. En tout cas, on vous donne rendez-vous. Je voudrais juste signaler que les propositions concernant les départements, les régions et les communes, on les trouve dans le rapport Balladur. Voilà, ceci mérite d'être précisé. Merci Stéphane. Rendez-vous lundi pour évoquer quel département nous évoquons. Alors lundi, le Gers et l'Ariège, je pense. Le Gers et l'Ariège, deux départements passés à la loupe sur l'antenne de Présence.